Bonjour à tous, merci d'être là et de visionner cette vidéo. Merci de prendre un peu de votre temps. J'espère que ce que je vais vous dire et ce que vous diront mes camarades de jeu vous sera utile, ou en tout cas vous fera peut-être réfléchir sur la situation si particulière que l'on vit aujourd'hui. Alors, mon thème, c'est celui des libertés, et je vous propose finalement, sur les 10-15 minutes que vont durer mon intervention, de l'aborder en deux temps. D'abord, quelques remarques générales, et puis ensuite, on viendra plus particulièrement sur la question du droit du travail et la question de la limitation des libertés des salariés dans l'entreprise, au prétexte de la lutte contre le coronavirus. Alors, première remarque, au titre des remarques générales d'abord. Première remarque, il est tout de même assez classique que la lutte pour la sécurité passe par une restriction des libertés. On n'a pas attendu le coronavirus pour que l'exigence de sécurité permette, en certaines occasions, de limiter les libertés individuelles. Il suffit effectivement de penser à la lutte contre le terrorisme qui, en son temps, a aussi justifié des mesures qui pouvaient être considérées comme liberticides. Et ce qui vaut pour la lutte contre le terrorisme vaut également en matière de sécurité sanitaire. La santé de tous suppose parfois la limitation de la liberté de chacun. Un seul exemple, la vaccination obligatoire est une des plus vieilles et des plus classiques illustrations. Le fait d'imposer à tout le monde une vaccination pour le bien sanitaire de tous est quelque chose qui, sinon est accepté par tout le monde, en tout cas est très, très classique. Le confinement que l'on vit d'ailleurs depuis maintenant quelques semaines et qui commence à se faire long, est aussi la mesure la plus emblématique de cette restriction possible des libertés, puisque nos libertés les plus essentielles, celles que ni vous ni moi sans doute ne pensions un jour devoir abandonner, la liberté d'aller et venir, la liberté de se réunir, eh bien ces libertés aussi fondamentales sont aujourd'hui restreintes pour des raisons effectivement de santé publique. Alors, finalement, seule la liberté d'informer semble devoir échapper à ce régime de restriction des libertés, puisque cette liberté d'informer est d'autant plus précieuse et d'autant plus nécessaire que la situation que l'on vit est une situation extrêmement compliquée. L'exemple chinois le montre, la liberté des lanceurs d'alerte a été sans doute au départ, en tout cas d'après les informations que l'on possède, sans doute entravée. La liberté de la presse l'est tout autant, et la réalité ou l'exactitude des informations qui sont délivrées par les autorités chinoises apparaissent elles aussi relativement biaisées ou parcellaires, ce qui a pu nuire, encore une fois, si ces informations s'avèrent exactes, ce qui a pu nuire à l'efficacité de la réaction des autres États. Donc la liberté d'informer, oui, et j'allais dire, oui, peut-être, mais là aussi, on pourrait se demander si elle ne doit pas, dans une certaine mesure, être limitée, même si cela, effectivement, peut choquer, dans la mesure où l'information peut aussi, doit en tout cas savoir être canalisée pour ne pas être un vecteur ou un facteur de trouble, de désordre, de panique dans l'opinion. Mais ce n'est pas ces questions-là qui vont ici m'intéresser. Ce qui est certain, c'est que toute limitation à la liberté, pour être praticable, doit être socialement acceptable et juridiquement acceptable. C'est-à-dire qu'il y a deux conditions, il y a deux pans ou deux plans sur lesquels effectivement devra être jaugé, jugé, apprécié la restriction à la liberté. Sur le premier plan, quand je dis que la restriction à la liberté doit être acceptable socialement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans une société comme la nôtre, une société ultra-matérialiste, ultra-hédoniste, ultra-individualiste, eh bien, cette restriction à la liberté, ces restrictions aux libertés, ne sont socialement acceptables que si on arrive à convaincre les gens qu'elles sont nécessaires à la protection de leur propre santé ou à celle de leurs proches. C'est comme ça. L'altruisme, en lui-même, ne suffit pas à assurer l'acceptabilité sociale des mesures restrictives de liberté. Qu'on puisse, par son comportement individuel,
permettre de sauver d'autres vies que la sienne ou celle de ses proches n'est généralement pas une motivation suffisante pour un certain nombre de gens. Pas pour tout le monde, évidemment, mais pour un certain nombre de gens n'est pas une motivation suffisante pour respecter les restrictions qui paraissent nécessaires. Encore une fois, on peut le regretter, mais on ne peut pas, ou très difficilement, le contester. C'est à partir de là, et c'est parce que l'altruisme ne suffit pas, parce que la bienveillance, parce que l'empathie, parce que la capacité de penser aux autres ne suffit pas, qu'il faut imposer des mesures restrictives aux libertés et ne pas les renvoyer à la simple initiative individuelle, à l'autolimitation individuelle, parce que sinon ça ne marche pas. Ça ne marche pas parce que nos sociétés sont des sociétés qui sont, encore une fois, trop individualistes pour s'autodiscipliner à des fins qui sont des fins altruistes, qui dépassent la simple protection du nombril de chacun d'entre nous. Alors, imposer des mesures restrictives de liberté est nécessaire parce qu'entre guillemets la morale ne suffit pas. C'est nécessaire mais pas suffisant. Parce que si on impose sans créer la confiance chez les sujets qui sont tenus d'obéir à ces restrictions, on risque de favoriser les contournements, les détournements et la violation des règles. Bon. Donc il faut, si l'objectif c'est le respect de la règle, mais pour arriver à une lutte efficace contre le péril que l'on pourchasse, eh bien, si l'on veut que les règles qu'on impose soient respectées, il faut créer chez ceux qui y sont soumis la confiance dans les autorités publiques qui ont édicté ces règles et la confiance dans l'efficacité des mesures qui ont été prises. Or, on le sait tous aujourd'hui, une des principales difficultés du gouvernement, c'est de surmonter la défiance à l'égard des autorités publiques, défiance qui est nourrie par les théories complotistes les plus saugrenues qu'on peut lire ici ou là sur les réseaux sociaux, qui sont aujourd'hui, et cette crise en donne une nouvelle preuve, une sorte de déversoir de la bêtise humaine. Donc, un des défis, effectivement, de ceux qui nous gouvernent est de retisser un lien de confiance pour, effectivement, que les mesures qui soient prises soient des mesures qui soient non seulement comprises, mais aussi acceptées, parce que là, c'est une condition. C'est une condition fondamentale de l'efficacité, du respect, et donc de l'efficacité des mesures qui ont été prises. On le voit à travers le débat sur le tracking, ou sur le traçage, puisque a priori, si j'ai bien compris, il faut dire traçage, il y a une méfiance considérable des Français à l'égard de cette technique du traçage, mais une double méfiance, j'allais dire, une méfiance qui se nourrit à deux sources. La première source, c'est d'abord cette idée que, finalement, est-ce que cette restriction est bien indispensable ou nécessaire à la lutte efficace contre le Covid-19. Est-ce qu'il faut nécessairement en passer par là? Il y a un doute fort dans l'opinion, et d'ailleurs, il y a un doute fort aussi chez les décideurs publics, et on voit que l'exemple de Singapour, qui finalement va, malgré le traçage, la politique de traçage très forte qu'elle avait mise en place, va finalement quand même passer au confinement. Donc on voit qu'il y a un doute sur l'efficacité du dispositif et donc un doute sur la nécessité de restreindre ces libertés individuelles. D'autant que ce doute se double d'un autre doute qui porte cette fois sur l'utilisation qui va être faite de ces données individuelles. À travers le traçage, le gouvernement, ou en tout cas une autorité, on a du mal à savoir exactement qui, mais une autorité va collecter un certain nombre d'informations individuelles, de données personnelles sur les individus, et à partir de là, effectivement, se met en marche une sorte, à tort ou à raison d'ailleurs, mais se met en marche une forme d'imaginaire orwellien où on annonce une sorte de contrôle social total et permanent. Vous voyez, il y a cette idée que finalement, on utilise
la crise du coronavirus comme une sorte de grand laboratoire à ciel ouvert pour tester un certain nombre de techniques de contrôle social ou de renforcement du contrôle social. Donc il y a chez beaucoup de Français cette idée, d'ailleurs chez beaucoup de monde, pas seulement en France, mais cette idée que le coronavirus peut être aussi utilisé par ceux qui nous gouvernent comme une forme de renforcement injustifié et quasi totalitaire du contrôle social. Encore une fois, à tort ou à raison, chacun ici se fera son opinion. Ensuite, je vous l'ai dit, il y a la question de l'acceptabilité sociale, et puis il y a la question de l'acceptabilité juridique. Finalement, ces deux niveaux, ces deux mondes se croisent, puisque des restrictions aux libertés individuelles, sur le terrain du droit, c'est possible. Voilà, ça ne pose strictement aucun problème, c'est possible, mais à certaines conditions. Il suffit de regarder, de lire le texte de la Convention européenne des droits de l'homme pour, généralement, dans chacun de ces articles, avoir une structure où on vous pose le droit, le principe, le droit, et puis ensuite on vous dit, mais des restrictions sont possibles à telle ou telle condition. Bon, il faut que, pour faire simple, disons que, et c'est là où on rejoint l'acceptabilité sociale de la mesure, il faut que la restriction soit nécessaire, il faut qu'elle soit proportionnée au but recherché et que ce but soit un but légitime. Bon, on a ces trois conditions qui sont encore une fois conditions d'acceptabilité juridique, mais qui, dans une certaine mesure, sont aussi à peu près les mêmes que les conditions d'acceptabilité sociale de la mesure qui aura été décidée. Alors, on voit que sur le plan du droit est en cause, à travers des mesures exceptionnelles de restriction des libertés, l'état de droit. Lorsqu'on porte atteinte aux libertés, donc aux libertés fondamentales, c'est-à-dire à ces libertés socles qui fondent l'état de droit, il y a nécessairement, effectivement, des risques. Alors, des risques que, malheureusement, le Conseil constitutionnel n'a pas forcément contribué à conjurer avec sa décision du 26 mars 2020, décision un peu étrange, où finalement, le Conseil constitutionnel vous dit la Constitution peut être mise à l'écart dans des circonstances aussi exceptionnelles que celles que l'on vit aujourd'hui, et donc la procédure d'adoption des lois organiques ne pas être respectée. Alors c'est vrai que c'est quand même une décision relativement troublante qui n'intéresse pas directement, j'allais dire, le sujet qui me retient aujourd'hui, mais qui est inquiétant pour tous les partisans de l'état de droit. Je ne dis pas que le président du Conseil constitutionnel et l'ensemble de ces des membres du Conseil a sciemment, en conscience, mis le premier coup de pelle pour enterrer l'état de droit. C'est pas ce que je dis. Je dis simplement que ce type de décision, en tout cas, n'est pas de nature à rassurer ceux qui craignent que le contexte actuel ne serve de cheval de Troie pour faire rentrer dans l'état de droit des logiques qui, a priori, lui sont relativement étrangères. Je ne dis rien d'autre que cela. Alors, l'autre risque qui est quand même souvent pointé et qui n'est pas négligeable, c'est une forme d'habituation. C'est-à-dire que la crainte ou la peur des juristes, et du citoyen lambda d'ailleurs, c'est que le provisoire dure et que ces mesures adoptées sous le coup de l'exception n'intègrent ensuite en toute discrétion le bloc du droit commun, et que sous le risque de survenance de nouvelles pandémies, eh bien, on torde un certain nombre de libertés fondamentales sur le long terme. C'est un risque sans doute qui est un risque réel et qui laisse à réfléchir, parce que peut-être que on le voit, la meilleure manière de lutter contre les prochaines pandémies n'est sans doute pas de tordre nos libertés fondamentales, c'est sans doute d'imaginer un autre monde que celui qui conduit aux pandémies. Les pandémies ne sont pas un phénomène naturel, ce sont le produit d'un système d'organisation humaine. Or, évidemment, si l'on ne modifie pas les conditions socio-politiques, économiques qui ont conduit à l'apparition de la pandémie et qui conduiront, si l'on ne fait rien, à l'apparition d'autres pandémies, on risque effectivement de vivre sous le joug permanent d'un état d'urgence sanitaire qui conduira à une limitation
pérenne de nos libertés individuelles, auxquelles finalement les esprits d'ailleurs risquent de s'habituer peu à peu. C'est là où sans doute il y a une pente très glissante sur laquelle il faut éviter, absolument, à mon avis, de se laisser glisser. Voilà pour ces quelques remarques générales sur ce rapport autour des restrictions aux libertés. Dans l'entreprise maintenant, parce que c'est ce qui m'intéresse d'abord. Dans l'entreprise, comment ou quelles solutions adopter? Alors, évidemment, je ne parle ici que des entreprises qui sont restées ou qui restent en activité pendant le temps de la pandémie. Pour les salariés qui restent chez eux ou qui sont en télétravail, d'autres de mes collègues ou amis en parleront. Moi, je parle effectivement des salariés qui continuent à se rendre à leur travail et à y effectuer leurs tâches contractuelles. Alors, la question c'est, est-ce que la pandémie actuelle permet, habilite, autorise l'employeur à restreindre de façon exceptionnelle et temporaire les libertés individuelles des salariés? Alors évidemment, cette question je vais la décliner en plusieurs sous-questions, de façon assez pratique d'ailleurs, pour tenter d'y voir un petit peu plus clair. Je vais commencer par une première question que je pourrais formuler ainsi: l'employeur peut-il imposer à ses salariés le port d'un masque obligatoire? Alors, il me semble déjà, premier élément de réponse, que pareille obligation suppose que l'employeur puisse fournir aux salariés un masque. À défaut, il ne saurait leur reprocher de ne pas en porter. Donc, l'obligation qui pourrait potentiellement être mise à la charge des salariés génère une obligation mise à la charge de l'employeur qui est de fournir des masques, ou à tout le moins de mettre à disposition, alors soit des masques chirurgicaux, soit des masques alternatifs, mais en tout cas de fournir des masques. Bon, ça c'est la première chose. Ensuite, est-ce que l'employeur peut véritablement imposer cette obligation? Alors pourquoi la question se pose? Parce que vous savez que, en dehors de l'entreprise, dans certaines communes, des maires ont souhaité imposer à leurs citoyens de la commune, de ne sortir dans les rues de la commune que masqués. Vous savez qu'une très médiatique décision rendue par le tribunal administratif de Cergy en référé a condamné la position du maire de Sceaux, l'arrêté municipal, qui imposait le port du masque. Donc, évidemment, la question se pose, est-ce qu'un employeur peut imposer le port du masque à des salariés alors que le maire ne peut pas l'imposer, a priori, à ses citoyens? Alors je crois que la réponse est oui, je crois que l'employeur peut effectivement imposer le port du masque. Dans la décision effectivement du tribunal administratif de Cergy, le tribunal, les juges administratifs relèvent qu'il n'y avait aucune circonstance locale qui permettait au maire d'imposer, aucune raison locale permettant au maire d'imposer cette restriction aux libertés. Je crois que, et même si les règles évidemment de police dans l'entreprise, si vous me permettez cette expression, ne sont pas tout à fait les mêmes que dans la cité et que dans le cadre d'une municipalité, la logique finalement, y a-t-il des raisons particulières, ou en tout cas, y a-t-il la nature du poste, la nature des responsabilités du salarié, la nature de ses fonctions, les caractéristiques de son environnement de travail, font que, dans un certain nombre de cas, le port du masque peut être obligatoire. Vous voyez que je nuance déjà. Évidemment, si vous êtes sur un salarié qui travaille en haut d'une grue et qui est tout seul dans la cabine, le port du masque n'est sans doute pas obligatoire, puisque dans cette hypothèse-là, on voit qu'il n'y a pas d'interaction sociale qui se fait, et on pourrait n'imposer le port du masque dans le cadre effectivement d'une interaction. Si on part du principe
et c'est ce que les autorités sanitaires nous disent aujourd'hui, que le port du masque chirurgical est d'abord un moyen de protection d'autrui, effectivement, si autrui n'est pas là, il n'y a pas nécessairement besoin de protéger qui que ce soit, donc de porter le masque, et les projections, les postillons qui pourraient être effectivement projetés pendant le travail, peuvent ensuite faire l'objet d'une désaffection de la cabine du grutier sans que ça pose de difficultés. Donc effectivement, il faut sans doute s'attacher aux circonstances particulières d'exécution du travail, mais dès lors qu'il y a que les gestes barrières ne suffisent pas à assurer une protection suffisante des salariés, parce qu'une certaine proximité est impliquée par la nature même du travail, il me semble que dans ces circonstances-là, le port du masque peut être rendu obligatoire par l'employeur et que le salarié commettrait sans doute une faute de ne pas, s'il refuse de porter ce masque. Dans ce cas, si l'employeur décide le port obligatoire du masque, à mon sens, il devra évidemment passer par une modification du règlement intérieur, peu importe que finalement ce port obligatoire soit limité au temps de la crise, il doit passer par une modification du règlement intérieur, et s'applique ici l'article 1321-5 alinéa 2 du Code du travail, c'est-à-dire qu'il pourra, je lis, il pourra, dans ce cas, les prescriptions seront immédiatement et simultanément communiquées au secrétaire du comité social et économique ainsi qu'à l'inspection du travail, puisqu'on est dans une situation visée par le texte d'urgence qui permet effectivement de ne pas passer préalablement par la consultation du CSE, et donc le temps de cette consultation qui peut ralentir la mise en place des mesures de protection. Second point sur lequel j'aimerais dire un mot rapide, c'est pas un des problèmes les plus compliqués, c'est la question de la visioconférence. Beaucoup de salariés aujourd'hui travaillent en visioconférence. Voilà, on ne va plus chez les clients, mais rencontrent les clients à travers, ou d'un service à l'autre, on travaille en visioconférence. Or, vous savez qu'il existe sur le marché différents dispositifs de visioconférence, et que lorsqu'on fait une visioconférence, on donne à voir, on donne à collecter un certain nombre d'informations individuelles, de données personnelles, dont on ne sait pas toujours exactement ce qu'il va être fait ensuite par le gestionnaire du dispositif de visioconférence. Et vous avez un mécanisme, un dispositif qui a été récemment épinglé, qui, a priori, collectait un certain nombre d'informations personnelles sur ces usagers. Donc, il est important, effectivement, que l'employeur qui impose à ses salariés le recours à la visioconférence pour effectuer leur travail mette à disposition un dispositif qui soit sécurisé, qui permette effectivement la protection de leurs données personnelles et la protection de leur vie privée. Il en existe sur le marché, donc à l'employeur de se renseigner et de faire le bon choix. Et puis, à l'employeur aussi de délivrer aux salariés, peut-être en amont, un mode d'emploi, un guide des précautions à respecter, et l'employeur, pour ce faire, peut tout à fait se rendre sur le site de la CNIL, qui, sur ce sujet particulier, a mis en place un petit guide très pratique d'utilisation sécurisée des dispositifs de visioconférence. Alors, maintenant des questions un peu plus sensibles, et un peu plus délicates peut-être. Première question. L'obligation d'information. Le salarié est-il obligé de dévoiler à l'employeur des données de santé, des données sur son état de santé? Alors, chacun comprendra derrière son écran qu'il est évident que l'employeur souhaite savoir si tel ou tel salarié présente un risque pour l'entreprise, parce qu'il est malade, parce qu'il a des symptômes, un risque infectieux, etc. Et d'ailleurs, pas que l'employeur, les autres salariés aussi sont souvent très demandeurs d'informations, puisque désormais, vous voyez, la contagion vient toujours de l'autre, et l'autre aujourd'hui, c'est pas l'enfer, c'est un danger d'abord. Et vous voyez, c'est ça, chaque salarié veut être certain que le collègue qu'il est amené à côtoyer dans le cadre de son travail n'est pas porteur du virus. Donc il y a une demande de transparence qui est une demande de transparence extrêmement importante, verticale et horizontale. Sauf que là, évidemment, on arrive sur des choses qui sont des choses extrêmement sensibles.
Tellement sensible d'ailleurs que l'article 9 du RGPD a fait des données relatives à la santé, des données particulières dont la collecte est en principe interdite, sauf exception. Donc on voit que le Règlement général de protection des données repris par la loi informatique et liberté en France, a fait des données personnelles, des données très sensibles, qui, en principe, sauf motif très particulier, ne peuvent pas donner lieu à la collecte d'informations. Or, on a vu certaines entreprises, dans différents secteurs, la construction, le bâtiment, les constructeurs automobiles, envoyer à leurs salariés, de façon un peu généralisée, des questionnaires de santé. Alors encore une fois, l'intention n'est pas mauvaise, je ne suis pas en train de dire que l'intention est a priori plutôt bonne au départ, mais envoyer des questionnaires généralité de santé pour évaluer le risque que chaque salarié potentiellement pouvait représenter, éventuellement demander aux salariés de rester chez eux si l'employeur estimait que les données qui lui étaient remontées étaient des données inquiétantes. Bon. Alors, premier point. Première question qui a pu être posée, c'est le contrôle de température. Est-ce que l'employeur peut imposer à l'entrée dans le bâtiment, à l'entrée dans l'usine, à l'entrée sur le lieu de travail, est-ce qu'il peut imposer à ses salariés une prise systématique de température? Ou alors, mais c'est la même question, mais avec des modalités pratiques légèrement différentes, est-ce que l'employeur peut imposer à ses salariés, chez eux, de faire un relevé de température et ensuite de produire le relevé de température à l'entrée dans l'entreprise? Bon. Est-ce qu'il est possible, vous l'avez compris de façon générale, quelles qu'en soient les modalités, d'imposer un contrôle de température régulier aux salariés, sinon journalier? Alors, le ministère du Travail n'y a pas semblé totalement défavorable dans un premier temps, puisqu'il a considéré que le contrôle de température pouvait être une des mesures prévues par l'entreprise dans un plan de prévention plus large, avec d'autres mesures, c'est-à-dire qu'en soi, ça ne suffit pas, évidemment, puisque on peut être asymptomatique et pourtant être porteur du virus, et puis on peut aussi avoir de la température sans être porteur du virus du Covid-19. Donc oui, en soi, ça ne suffit pas, mais dans le cadre d'une sorte de pack de prévention, le ministère du Travail dit oui, on peut mettre en place des systèmes de contrôle généralisé de la température à l'entrée des locaux de travail, et puis ceux dont la température est trop élevée seront renvoyés chez eux. Alors, la CNIL est sur une position qui n'est pas tout à fait celle-là, puisque la CNIL, dans son important avis du 6 mars 2020, considère à rebours que les contrôles généralisés de température ne sont pas des mesures qui doivent être pratiquées. Quand bien même d'ailleurs, croit-on comprendre, l'employeur ne conserverait pas devers lui les résultats de ces contrôles de température. Donc, a priori, pour la CNIL, effectivement, pas de contrôle de température, et ça me semble effectivement, au regard des limitations du contrôle de température que j'ai identifié préalablement, une mesure qui ne me paraît pas absolument nécessaire ou indispensable dans le cas de la lutte contre le coronavirus. Et donc, je pense que l'employeur a tout intérêt à passer par d'autres techniques. Alors, on a aussi des employeurs qui ont remis à leurs salariés des documents leur demandant d'indiquer s'ils avaient des pathologies qui les rendaient particulièrement susceptibles de développer des formes graves du Covid-19. Donc évidemment, l'employeur se dit, et encore une fois, l'intention n'est pas mauvaise, mais se dit, finalement, dans le cadre d'un plan de continuation de l'activité, j'ai peut-être pas besoin de tous mes salariés, si je fonctionne à minima, et autant que je fasse venir les salariés qui sont les moins prompts à développer des formes graves de coronavirus. Mais pour le savoir, encore faut-il que j'ai des informations de type médical qui me permettent de faire un tri entre mes salariés. Donc là aussi, dans son avis du 6 mars 2020, la CNIL rejette la possibilité de collecter ce type d'informations de façon généralisée. Je crois que c'est effectivement plus prudent. En revanche, on pourrait, à mon avis, sans doute... ce qui me paraît contestable, c'est que ces informations remontent
directement à la DRH, c'est-à-dire qu'il y a un lien qui se fasse directement entre la direction des ressources humaines et les salariés. Je pense effectivement que si des informations de ce type doivent être collectées en masse, c'est à travers le SST, le service de santé au travail, interentreprise ou autonome, que doivent passer ces informations, et c'est ensuite effectivement avec le service de santé au travail que doit être mis en place l'organisation du travail la plus protectrice de l'intérêt des salariés. Mais je pense effectivement que dans tous les cas, la médecine du travail doit être un rouage essentiel du mécanisme qui est mis en place. Quoi qu'il en soit, alors on a aussi d'autres entreprises qui ne recourent pas à la déclaration de pathologie préexistante, mais qui vont finalement faire un peu l'inverse, c'est-à-dire qu'elles vont demander aux salariés de déclarer sur l'honneur ne pas être atteints d'une certaine liste de pathologies préexistantes qui ont pu être identifiées comme des pathologies de nature à faciliter les formes graves de Covid-19. Donc on voit qu'ici, le salarié ne dit pas « j'ai des problèmes cardiaques, j'ai du diabète, j'ai ceci, j'ai cela ». Cette fois-ci, le salarié dit « je n'ai rien de ce qui figure sur la liste que vous m'avez transmise ». Alors on peut estimer que peut-être ici l'information est moins moins intrusive, que la démarche patronale est moins intrusive, dans la mesure où on n'identifie pas une ou des pathologies en particulier, le salarié se contentant de dire « je n'ai aucune des pathologies qui sont identifiées sur ce papier ». Maintenant, évidemment, lorsque le salarié ne fait pas cette déclaration sur l'honneur, par définition, et même si on ne sait pas laquelle, l'employeur identifie que le salarié qui n'a pas répondu au questionnaire est sans doute affecté d'une des pathologies qui figurent sur la liste. Donc là encore, je crois que le problème est finalement le même, sous des apparences finalement moins liberticides, et que là aussi, si ce type de mécanisme est utilisé, il devrait à minima passer effectivement par la médecine du travail. Alors ensuite, évidemment, est-ce que se pose une difficulté majeure, pratique? Est-ce que la médecine du travail a les moyens de traiter l'ensemble des questionnaires qui arriveraient? À mon avis, la réponse était clairement non. Donc c'est aussi, vous voyez, théoriquement, je pense que la médecine du travail devrait être un peu la cheville ouvrière de ce type de choses si on en admet la légalité, et pour en admettre la légalité, mais à mon sens, en tout état de cause, en tout cas les services de santé au travail interentreprises n'auront absolument pas les moyens de gérer un flux et un flot important de ce type de demande. Donc, à mon avis, et comme le Conseil, et comme plus que ça d'ailleurs, comme le préconise sagement la CNIL, il faut effectivement aller sur d'autres techniques, et par exemple de l'information, de la sensibilisation, de l'incitation ou du conseil aux salariés, de faire remonter effectivement à la direction d'éventuelles difficultés qui seraient de nature à compromettre la santé de leurs camarades. Mais vous voyez qu'on ne peut être non pas sur le registre de l'obligation d'un questionnaire généralisé, mais simplement d'une incitation, me semble-t-il, faite aux salariés de remonter des informations individuellement pour permettre effectivement la continuité en toute sécurité de l'activité de l'entreprise. Alors, d'ailleurs, cette remontée d'informations laissée finalement à l'initiative du salarié répond à l'obligation de sécurité du salarié. Bien sûr que l'employeur a une obligation de sécurité d'entreprise, bien sûr qu'il doit prendre un certain nombre de mesures destinées à assurer la protection de ses salariés, c'est le b.a.-ba. Mais n'oublions pas que le salarié aussi a une obligation de prévention. Donc le salarié est un acteur à la fois de sa santé et de sa sécurité, mais aussi un acteur de la santé et de la sécurité des autres. Donc, à partir du moment où le salarié sait qu'il est potentiellement infecté et qu'il ne délivre pas à l'employeur cette information, il commet évidemment une imprudence qui est de nature à mettre en danger l'ensemble des collègues avec lesquels il travaille, ce qui constituerait, à mon avis, une faute. Donc voilà, il y a aussi cette obligation de sécurité du salarié qui trouve ici, encore une fois, pleinement à s'appliquer. Alors, tout cela pour dire, je crois, que cette question de la prévention dans l'entreprise, cette question de la sécurité des salariés d'entreprise, qui doit être la première
et peut-être, oui, la première priorité de l'entreprise, peut évidemment passer par une restriction des libertés individuelles, on l'a vu, mais cette restriction des libertés individuelles doit être strictement encadrée. On voit que tout n'est pas justifié, tout n'est pas justifiable. Et encore une fois, l'employeur ne doit pas prendre prétexte de cette crise pour collecter un certain nombre de données individuelles relatives à la santé qui, en principe, relèvent uniquement du champ de la médecine du travail. Donc il faut effectivement ici concilier continuité de l'activité, sécurité des salariés, protection des libertés individuelles. Alors je terminerai cette petite intervention par une formule de Montesquieu qui disait « Il y a des cas où il faut mettre, pour un moment, un voile sur la liberté comme on cache les statuts des dieux. » C'est vrai, mais il faut toujours s'assurer que ce voile, lorsque disparaît la cause qui a justifié qu'on l'utilise, puisse un jour être déchiré. Merci beaucoup, merci d'avoir suivi cette conférence. N'hésitez pas évidemment en commentaire à poser des questions sous cette conférence, sous celle de mes camarades également. Et puis, prenez soin de vous. J'espère que tout le monde, enfin le maximum de gens évidemment, sortiront de ce confinement dans le meilleur état de santé possible. Merci.